N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Lundi 19 novembre 2018, il sonne 11h à Canal FM, 11h également auprès de tous les médias qui nous reprennent. Le club de la presse est ensemble que nous sommes et serons toujours plus forts. Michel Koko Vitogbe Tomega, qui est à la console technique, pendant que Géraud Dakoutia s'active afin que tous nos auditeurs et auditrices de par le monde puissent nous suivre sur le site de Canal FM, également sur les radios numériques qui nous reprennent. Et ce que vous écoutez va être dit tantôt par les confrères ici en studio. Harry Miaou Tchanyao de la Nouvelle Opinion, bonjour. Sas, bonjour. Bonjour. Bien. Très bien. Bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de Canal FM. À la gauche de Harry Miaou, c'est Uriel Nyang de Mega Info, tout chaud encore sous mes doigts. Uriel, bonjour. Bonjour Sas, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Canal FM. Vous avez manqué de saluer ceux qui nous écoutent à Boufalé, à Sola. Oui, bon, on en viendra. Je profite aussi de dire bonjour à toute la population de la Bina. Je m'attendais à cela. Thierry Afanoukoé, bonjour. Bonjour Sas et bonjour à tous ceux qui sont à l'écoute. Mais vous saluez particulièrement quelle préfecture, quel village? La préfecture de Vaud et le village de Écuy. Oui. Et puis, ce jeune homme-là qui va saluer particulièrement celles et ceux qui nous écoutent depuis les bords du Monon au village d'Aveve. Vous avez deviné, Jossou Lucien Mansan, bonjour. Bonjour Sas, bonjour à toutes les auditrices, à tous les auditeurs. Sas, si tu passes son temps à faire de la statistique des villages, débrouille-toi. Merci, mais je vous rapporte le bonjour de vos compatriotes et de nos amis auditrices et auditeurs qui nous écoutent depuis Ngotien où nous étions hier pour être aux côtés des parents des amis dans une paroisse à Ngotien-Kpota qui célébrait leur culte d'action de grâce, doublé avec une vente aux enchères publiques. Cette paroisse de l'église évangélique de Kpota à Ngotien qui veut rassembler un peu d'argent pour continuer à construire la maison de Dieu. Pensée du jour. Et nous sommes allés visiter ce matin la vieille sagesse du pays du soleil levant, depuis la lointaine Chine, où nous revisitons le sage Confucius, qui dit, Uriel Nyang, c'est Confucius qui avait écrit, que notre plus grande gloire n'est point de ne pas tomber, mais de savoir nous relever chaque fois que nous tombons. Je reprends pour vous Confucius qui avait écrit en chinois, que je traduis pour vous en français. Notre plus grande gloire n'est point de ne pas tomber, mais de savoir nous relever chaque fois que nous tombons. Uriel. Oui, je pense que la pensée est très claire. Bon, c'est pas assez compliqué comme ce que nous avons l'habitude de recevoir ici quand même. Pour dire tout simplement que les épreuves ne doivent pas mettre fin à nos ambitions, à nos objectifs. Nous devons faire un effort pour transcender certaines difficultés et continuer la vie. C'est pas la maladie, hein, c'est pas la politique, c'est pas les échecs des éperviers par exemple qui doivent mettre fin à la suite de la vie des Togolais. On doit continuer quelles que soient les difficultés, il faut les dépasser, il faut se battre. Il faut se relever. Jésus nous a donné un bel exemple et puis c'est ça que tout le monde s'aligne actuellement. Merci. On peut tomber, là n'est pas grave, mais si on ne tire pas les leçons, pourquoi on tombe surtout au même endroit, on deviendra un idiot. Et donc revisitons Confucius. Notre plus grande gloire n'est point de ne pas tomber, mais de savoir nous relever chaque fois que nous tombons. Ces derniers temps, nos chers éperviers sont beaucoup tombés. Mais est-ce que les éperviers ont tiré des enseignements? Pourquoi ils tombent au même endroit? Nous allons en parler. Mais nous rappelons juste que le week-end a été riche en beaucoup de matchs de football, notamment dans le cadre du 5e match des qualifications
pour la 32e Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui se jouera ou qui se jouerait, je ne sais pas trop, au Cameroun. Et les équipes ont joué avec de grandes premières. C'est la première fois qu'un pays très cher à Lucien Djossou-Mensah, parce que c'est là où vous avez commencé votre carrière professionnelle. Il s'agit de la République de Mauritanie. La Mauritanie qui vient de se qualifier pour la première fois de son histoire pour une phase finale de la CAN 2019. La Mauritanie qui l'a emporté hier 2-1 sur le Botswana. Lucien Djossou-Mensah, vous devez être fier pour vos compatriotes de la Mauritanie. On dit République islamique de Mauritanie. Merci de d'abord ça. On dit jamais République de Mauritanie. Comme moi, je suis un laïc, là, je me dis. Sois chrétien. Bon, mais il y a une chose que je voudrais dire. Quand j'ai appris que la Mauritanie est qualifiée pour la CAN pour la première fois, j'étais vraiment heureux. Parce que j'ai fait 5 ans à Nouakchott et je peux vous dire que ces gens-là, ils jouaient le football dans un pantalon bouffant. Ce qui veut dire qu'ils revenaient de très loin. Ça, c'était il y a environ 50 ans. Bien sûr, mais ils revenaient de loin pour que la Mauritanie se qualifie, c'est incroyable. Bon, ce qui veut dire que si nous prenons par exemple l'idée, ou bien qui a sous-tendu tout à l'heure, l'idée de Confucius, tout le monde peut réussir pour qu'on se donne un peu les moyens, la volonté. Parce que moi, si quelqu'un moi, quand on me parle de la Mauritanie football, je ne fais que rire, je me moquais d'eux. Nous avons joué avec eux sur un terrain de football, j'étais encore jeune, ils étaient en pantalon bouffant. Ça vous jouez sur le terrain de football ou bien vous jouez sur le sable du désert? Non, ils avaient au moins un terrain de football. Merci. Ils en avaient. Mais moi, ça m'amusait de les voir venir au stade, au terrain, avec des pantalons bouffants. Donc aujourd'hui, ils ont fait un long chemin pour se qualifier. Bon, pendant que, je ne vais pas comparer la Mauritanie au Togo, nous sommes un pays de football, mais notre problème, c'est que, je l'avais déjà dit plusieurs fois. Nous allons y venir, donc, la Mauritanie qui vient de réaliser une grande première. Ouais. C'est la première fois que ce pays, la République islamique de Mauritanie, vient de se qualifier pour la CAN 2019 qui va se jouer, ou bien qui devrait se jouer au Cameroun. C'est également l'occasion pour un pays de réaliser également une grande première. Il s'agit de Madagascar qui vient de se qualifier aussi pour la première fois. Madagascar qui était qualifié depuis déjà plusieurs semaines. Thierry Afanouke, vous rappelez quand est-ce que le Togo s'était qualifié pour la première fois pour la CAN? Non, je ne me rappelle pas quand le Togo s'est qualifié pour la première fois. Qui connaît la date ici dans ce studio? Dites que on sait que le Togo est allé au mondial en 2006. Uriel? Non, ça, vous avez trop des épreuves ici. Hein. Non, et Lucien Djossou-Mensah, le micro s'il vous plaît. Moi, je ne me rappelle pas de la date. Mais, eh bien. Mais avant, oui. Avant, je ne pense pas que c'était la CAN. C'était d'autres. Non, c'était déjà la Coupe d'Afrique des Nations. Et le Togo avait réalisé en 1971 une grande première parce que le Togo l'avait emporté sur le grand Black Stars. C'est ça qui a cassé. Ça qui a cassé Black Stars. Robert Mensah et consorts. Ça fait que la Black Stars. Les gens n'en revenaient pas que quand le Togo avait éliminé le Black Stars, c'était à l'occasion des Sylvestre Tommy, des Edmond Apiti, Di Kaolo et les autres. Et cette CAN-là s'était jouée au Cameroun en 1972. Quittons maintenant l'histoire et revenons à l'actualité avec les 5e matchs qui sont joués hier pour les qualifications. Le Togo a joué contre l'équipe d'Algérie. Le vendredi, nous étions assez optimistes, pour ne pas dire confiants, au club de la presse. La réalité a été ce que nous savons depuis hier. Revue de presse avec Liberté qui titre dans la rubrique Libertinage et caricaturement votre. Éliminatoire CAN 2019, les éperviers bouffés par les Fennecs. Et pour qui ne le saurait pas, les Fennecs, c'est le surnom de l'équipe d'Algérie. Togo Matin écrit lui aussi à la page 10 que les Fennecs ont réduit les chances de qualification des éperviers. Autre journal, c'est le Libéral qui titre à la page 11 que les éperviers ont chuté lourdement à domicile devant les Fennecs. Score 1-4 sur son terrain. La Symphonie lui aussi écrit que les éperviers
se sont offerts la prestation la plus moche depuis 10 ans. Forum de la semaine continue et écrit à la page 7 que les éliminatoires de la CAN 2019, Togo, Algérie, 1-4, sublime et humiliation. Et Arim Yao Chanyao, votre journal, vous écrivez la Nouvelle Opinion qui écrit la page 7, le Togo humilié hier par les Algériens. Et pour vous, Nouvelle Opinion, l'heure de la refondation des éperviers a sonné. Oui, tout à fait. Ça, quand vous suivez les prestations de notre équipe nationale depuis au moins 5 ans en arrière, vous sentez que chaque jour que Dieu fait, l'équipe est en train de perdre la main. Les éperviers, c'était autour de que tout le Togo s'accordait. C'est autour des éperviers que nous ne nous divisons pas. Nous nous sentons un et indivisible. Mais aujourd'hui, depuis plus de 5 ans, l'équipe, tout le temps, ne fait que aligner des échecs. Et quand ça se passe comme ça, les gens tentent de jeter la pierre ou de donner le tort, soit à l'entraîneur. Hier, j'ai entendu beaucoup de gens qui s'en prenaient à Adebayor. Hier, j'ai écouté qui disaient « Ah, c'est elle qui a occasionné ». Mais je crois que ce n'est pas comme ça que ça se fait. Si on nous a parlé de la Mauritanie, on nous parle du Madagascar qui aujourd'hui sont en train d'être là pour la première fois à cette CAN, c'est que les gens ont dû, à un moment donné, s'arrêter, faire le bilan et tirer de bonnes conclusions. Et je crois que l'équipe togolaise aujourd'hui n'est pas en forme. Tous les Togolais le savent, mais les gens feignent de ne pas le comprendre et se tiennent aux entraîneurs. Prenez le meilleur entraîneur, ramassez des gens qui ne tiennent pas sur le plan physique, qui ne tiennent pas sur le plan technique. L'entraîneur peut beau se donner tout ce qu'il connaît, ça ne donnera rien. Donc, il faut que les gens tirent la leçon et qu'on refonde l'équipe, qu'on recherche de ces jeunes talents qui sont un peu partout d'abord au territoire avant d'aller les appuyer par ce que nous avons comme professionnels. Ça peut prendre le temps pour moi que ça prendra. Ça nous permettra de nous donner cette joie que nous vivons tout le temps quand les éperviers jouent. Regardez à côté le Bénin. Le Bénin, il y a quelques années, ce n'est pas ça. Mais quand les Béninois ont pris conscience et ont commencé par s'organiser, vous allez voir même qu'au prochain match avec le Bénin, je ne suis pas contre notre équipe, je ne suis pas contre le Togo, on risque fort. Et quand je parle d'humiliation, ce n'est pas tout le temps croyable qu'on vienne chez vous et qu'on vous gagne à ce score-là. Et c'est en cela que nous parlons d'humiliation. Merci. Le Togo qui avait encaissé 3 buts hier dans les 30 premières minutes de ce match qui se jouait quand même sur notre terrain. Puis ce Harry Miao parlait du Bénin. Le dernier match des éperviers, ce sera contre les Béninois sur la terre de Cotonou. Les Béninois qui pourtant nous avaient préparé le terrain de l'espoir. Le samedi, les Béninois avaient chuté eux dessus lourdement à Banjul. 1-3. Et si bien que si jamais les éperviers avaient emporté hier, ils auraient augmenté leur capital chance. Mais la réalité nous rattrape. Nous sommes condamnés à aller jouer et gagner sur la terre de Cotonou si nous voulons encore nous qualifier. Pour moi, le blanc se peut pas en ces termes. Il y a longtemps que je vous ai dit que le football, ce n'est pas magique. Il y a certaines conditions qui doivent être remplies. Prenons par exemple, je n'ai rien contre personne, mais au Togo, nous avons toujours la vilaine habitude de la personnalisation des débats. Prenons par exemple comme Adebayor qui en 2006 était en forme, se trouvait à la Coupe du Monde en Allemagne. Combien de joueurs qui étaient à la Coupe du Monde en Allemagne sont encore là sur le terrain en train de jouer? Il faut casser cette équipe, repartir avec des jeunes. Bien sûr, nous pouvons rater une CAN, nous pouvons rater des choses, mais après on aura une équipe plus jeune qui va faire du bon travail. Regardez la France. L'équipe française à un moment donné aussi patinait. Il a suffi que maintenant on mette tout de côté et qu'on forme une nouvelle équipe, les Mbappé, tout ça là qui joue là, qui les connaissait. Donc il faut que nous prenions conscience qu'à des bailleurs autres là, c'est de la figuration. Ils ont fait leur temps, ils ont été notre gloire. Nous leur en restons reconnaissants, mais il est temps pour qu'on mette ces gens-là au placard et qu'on trouve des jeunes qui peuvent porter le flambeau. Sinon, dire que le Bénin va nous battre. Avant au Togo,
dans la sous-région, à part le Ghana, personne, quand on va affronter le Togo, tout le monde tremble. Et c'est le jour où nous avons battu le Ghana, qui était notre épouvantail. Le jour où on l'a battu, qu'on a été à la CAN. Et depuis ce temps-là, les Ghanéens se méfiaient de nous. Jusqu'à ce que maintenant nous sommes devenus la dépouille de ce que nous étions. Donc moi, le vrai problème est qu'il faut que nous disions, peut-être l'année prochaine, la prochaine fois, on ne sera pas qualifié, mais qu'on mette en place une nouvelle équipe plutôt que d'aller, par exemple, à la CAN avec ces gens-là qui vont passer leur temps à tomber, c'est pas la peine. Merci Thierry Afanoukoé. Sur les réseaux, vous savez, vous suivez ce qui s'écrit. Oui. Et se lit depuis hier. Il y a des gens qui félicitent les Algériens de nous avoir épargnés de plein de choses. Oui. Redevenons sérieux avec cette triste prestation que les éperviers nous ont offerte hier. Beaucoup de journaux, beaucoup de personnes parlent d'humiliation, d'autant plus que c'était sur nos propres installations. Oui, ça, je crois, je ne suis pas spécialiste de la question, mais il y a des choses qui sautent aux yeux. Aujourd'hui, si notre équipe ne fait plus rêver les Togolais, c'est parce que le coach que nous avons ne répond plus. Il faut être sincère, sérieux. Commencez par le coach. Oui, il faut le dire, parce que depuis que Claude Leroy il est là, il a fait, je crois, 2 ans, 7 mois, et vous avez vu les résultats que nous avons jusqu'à maintenant. Hier, je ne comprends pas. Adebayor, on l'a dit tantôt, il a fait son temps. On ne peut plus reposer tout l'espoir de l'équipe sur lui. Vous avez vu que notre milieu, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas comme avant. On a écarté certains cadres, je ne sais pas pourquoi, et aujourd'hui, on n'a pas un jeu de fond. Tout ça là, ça n'arrange pas notre équipe. Et puis au-delà de cela, les conditions dans lesquelles le match a été préparé. Vous êtes témoin avec moi que le jeudi dernier, si je ne me trompe, l'équipe s'est déplacée au stade de Omnisport pour s'entraîner, mais l'équipe a été empêchée de s'entraîner parce que le stade était occupé. Alors qu'on était à quelques heures de ce match-là capital pour notre pays. Donc oui, tout cela, c'était mercredi dernier, mais Thierry, l'équipe s'était entraînée les jours avant, et le mercredi en question, ils s'étaient rabattus sur le terrain de l'état-major et ils sont revenus quand même reprendre leurs entraînements le jeudi, le vendredi. Donc tout ça là, il faudrait qu'on puisse tout réorganiser. Nous avons des jeunes, des talents aujourd'hui, mais le coach n'arrive pas à les positionner sur le terrain. Le coach n'arrive pas à tirer le profit de ces jeunes-là qui sont là, qui font de bonnes choses dans leurs équipes respectives. Hier, c'était tout le monde était déçu de la prestation des éperviers. On a vu que l'absence de Djéné a beaucoup pesé sur l'équipe, et on a fait rentrer le joueur là qui évolue en Égypte, qu'on pouvait aligner dès le début, mais ce n'était pas le cas. On ne comprend pas ce qui se passe. Le gardien que nous avons, il ne répond pas trop, tout ça là, mais on continue de l'aligner, alors qu'il y a d'autres qui sont venus, mais on ne les a jamais fait confiance. Donc Claude Leroy, je crois que il n'est plus un sorcier, parce que il a montré ses limites. Il faudrait que et Claude Leroy et Adebayor puissent chercher une porte de sortie. C'est vrai que la défaite est très souvent orpheline, et depuis hier, tout le monde tire à Hu et à Dia sur le sélectionneur, sur le capitaine qui fut autrefois emblématique, sur la forme de nombre de joueurs. Certains vont jusqu'à l'organisation dans son ensemble. Uriel Enyang, c'est la triste réalité de notre football que nous retrouvons en face. C'est vraiment la triste réalité que nous retrouvons dans le football togolais actuellement. Le football qui a dans le temps offert de la joie, de l'euphorie au peuple togolais, aujourd'hui n'offre que de la tristesse. C'est vraiment dommage. Moi, ce matin, j'ai écouté encore la chanson d'Alpha Blondy qui dit
tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. Notre fédération togolaise de football a refusé de changer. Nous avons refusé ensemble de changer, de donner la joie au peuple togolais à travers le foot. Et moi, je ne rentre pas encore dans la sphère technique comme les gens l'ont expliqué ici. J'ai dit, le match, c'est dans l'esprit. Ça se prépare d'abord en esprit. Le match, ça se prépare au niveau du ministère en charge des sports. Le match, ça se prépare au niveau de la fédération togolaise de football. Le match ne se prépare pas à quelques minutes de la compétition. Vous voyez les conditions dans lesquelles les éperviers préparent leur match. Vous voyez les problèmes qui existent encore relativement à notre football. Cela ne permet pas aux esprits de se préparer. Et puis quand vous rentrez vraiment dans les réalités, vous allez vous en rendre compte que en principe l'entraîneur n'en est pour rien. C'est comme vous prenez un papa qui est très bon, il a réussi au bac avec mention excellente, tout ça, il a de vrais diplômes. Mais si les enfants ne s'adonnent pas à être comme leur papa, ils n'y parviendront pas. C'est l'entraîneur, moi je trouve qu'il est un bon entraîneur, nous tous nous l'avions dit auparavant, mais il faut voir si les joueurs n'ont pas cet esprit de travailler en cohésion. Vous avez parlé tantôt du fond du jeu. Et justement, hier, les connaisseurs vous diront qu'il appartient au coach et au staff technique de choisir les bons joueurs du moment et d'élaborer des stratégies qui, justement, les conduisent à la cohésion dont vous parlez. Mais vous êtes sûr que le coach n'a pas précisé les positions des joueurs avant qu'ils n'entrent sur le terrain? Hier, quand vous les voyez perdre le fil, chacun ne retrouve pas sa position et tout le monde court de gauche à droite avec un but, 2 buts, 3 buts. Ils ont perdu tous les fils. La morale a disparu complètement. Je ne crois pas que ce soit l'entraîneur qui soit à la cause de ces errements-là. Ça dépend, il se préparer en esprit et rentrer sur le terrain pour jouer. Pour finir, pour chuter, moi je voudrais vraiment inviter ce ministre en charge des sports. Vraiment, il a été le ministre le plus catastrophique qu'on ait connu au Togo pour aider les Togolais à retrouver leur joie d'antan. Eh bien, on va finir avec ça. Le Togo a quand même un dernier match qu'il va jouer contre l'équipe du Bénin. Ce sera en courant mars 2019. Mathématiquement, le Togo a encore une chance, mais à condition qu'on aille l'emporter, qu'on aille battre l'équipe du Bénin sur son stade de Cotonou. Quelle chance avons-nous de nous en sortir d'ici mars 2019? Nous pourrions en parler, mais il y a Uriel Enyang qui nous faisait une allusion par rapport à une chanson qui devrait interpeller, qui puisse... Je vais parler tantôt du fond du jeu. Et justement, hier, les connaisseurs vous diront qu'il appartient au coach et au staff technique de choisir les bons joueurs du moment et d'élaborer des stratégies qui, justement, les conduisent à la cohésion dont vous parlez. Mais vous êtes sûr que le coach n'a pas précisé les positions des joueurs avant qu'ils n'entrent sur le terrain? Hier, quand vous les voyez perdre le fil, chacun ne retrouve pas sa position et tout le monde court de gauche à droite avec un but, 2 buts, 3 buts. Ils ont perdu tous les fils. La morale a disparu complètement. Je ne crois pas que ce soit l'entraîneur qui soit à la cause de ces errements-là. Ça dépend, il se préparer en esprit et rentrer sur le terrain pour jouer. Pour finir, pour chuter, moi je voudrais vraiment inviter ce ministre en charge des sports. Vraiment, il a été le ministre le plus catastrophique qu'on ait connu au Togo pour aider les Togolais à retrouver leur joie d'antan. Eh bien, on va finir avec ça. Le Togo a quand même un dernier match qu'il va jouer contre l'équipe du Bénin. Ce sera en courant mars 2019. Mathématiquement, le Togo a encore une chance, mais à condition qu'on aille l'emporter, qu'on aille battre l'équipe du Bénin sur son stade de Cotonou. Quelle chance avons-nous de nous en sortir d'ici mars 2019? Nous pourrions en parler, mais il y a Uriel Enyang qui nous faisait une allusion par rapport à une chanson qui devrait interpeller qui plus de la technique. Alpha Blondie.
qui nous en parle et dit que ce sommet extraordinaire de l'Union africaine a accouché de grandes réformes entérinées pour rendre l'institution financièrement plus autonome, et nous rappelle également que le Premier ministre Klassou a représenté le Togo à ses assises. Eh bien, ces réformes, pour l'essentiel, Uriel et Niang, pour l'essentiel, c'est que la commission de l'Union africaine sera plus restructurée. Le président de la commission de l'Union africaine sera nommé par les chefs d'État, mais ces commissaires qui passeront, je crois, de 10 à 8, eux seront nommés par les ministres des Affaires étrangères des pays membres. Mais pour aller voter désormais, pour aller prendre même la parole à l'Union africaine, il faudra être, il faudra être en règle avec les cotisations. L'Union africaine ne veut plus des mauvais cotiseurs. Mais justement, vous avez tout dit. Les 2 points qu'on peut retenir essentiellement, c'est cela. Désormais, les mauvais cotiseurs seront sanctionnés. Et puis, la tête de la commission sera restreinte. Ils vont passer de 10 à 8. Ce qu'on doit retenir essentiellement, c'est que l'Afrique souffre actuellement faute de moyens, les moyens financiers. Faute de moyens financiers, vous avez une organisation de telle envergure, il faudrait que chaque pays honore à ses engagements afin de renforcer surtout du côté des forces armées, des troupes qu'on déploie sur le terrain au Tchad, au Burkina Faso, au Mali, partout. C'est le financement de tous les pays qui viendra renforcer ces différentes positions-là afin de rendre plus fort l'Union africaine. Mais le chef du gouvernement togolais qui est allé à Addis Abeba au nom du président de la République a participé durant les 2 jours, samedi, dimanche. On serait au Togo, qui serait chez lui parce que c'est le week-end. Mais comme c'est l'Union africaine, j'ose croire que le Togo cotise régulièrement pour que nous Vous avez bien vérifié? Non, j'ai dit bien, j'ose croire que le Togo cotise pour qu'on ne subisse pas des sanctions aussi. C'est pas bien parce que nous aussi, on aura besoin de l'aide de l'Union africaine. Mais je suivais ce matin aussi à propos de cette session extraordinaire. Mais beaucoup de présidents ont proposé quand même que lorsque surgissent des problèmes dans les sections comme la CEDEAO, et au lieu que la CEDEAO seule se penche à la résolution des crises comme celle du Togo par exemple, que toute l'Union africaine lève la main pour quand même trouver rapidement des solutions. Nous allons revenir à ce chapitre-là pour ce que la CEDEAO fait ou ne fait pas pour nous aider à sortir de crise. Eh bien, depuis l'Union africaine, si vous n'êtes pas en règle avec la cotisation, vous commencez par être restreint dans vos prises de parole, et puis après, vous serez même interdit d'assister au sommet. Nous aimons déjà le dire chez nous ici, no contribution, no chop. Celui qui n'a pas cotisé ne va pas à la fête. Je présume, Lucien Jossou-Mensan, pour votre organisation, le CETEP, que Harry Miao Tchanyao, avec le CONAP, je présume que vos membres sont en règle pour les cotisations, mais le débat n'est pas là. Le débat n'est pas là. Revenons donc à ce besoin de réforme que ressent l'Union africaine. C'est ce qui a été confié au président Paul Kagame. Il a fait adopter certaines de ces réformes hier, même si ses pères chefs d'État ont voté contre certaines autres réformes qu'il proposait. Oui, non, je crois que toutes les réformes, les 4 qui ont été prises, c'est pour le bien de la communauté africaine tout entière. Et il faut aller droit et puis faire en sorte que toutes ces réformes rentrent dans une réalité. Et comme vous le dites, c'est des leçons que chacun doit pouvoir tirer et en faire de sorte que ça puisse être le concret de notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, même dans la vie associative. Généralement, c'est les mauvais cotiseurs là qui créent des problèmes au niveau des associations même, ceux qui ne sont pas en règle. Vous savez de quoi vous parlez? Non, je le dis pas forcément pour notre organisation, mais je le dis parce que vous allez constater que quand on va vous donner la liste des pays qui ne sont pas en règle, ce sont parfois ces pays-là qui foutent le bordel dans les prises de décision, dans les boycotts et tout ce que les gens peuvent constater au niveau de l'organisation africaine. Je crois qu'il faut dire que Kagame doit aller au-delà. L'Afrique a besoin de se souder les coups.
l'Afrique a besoin de faire en sorte que qu'elle ressemble à une vraie organisation. Moi, j'ai toujours rêvé, je croyais que ça devait aller plus vite, que l'Afrique devait avoir une monnaie propre à elle, par exemple. Parce que quand vous n'avez pas... C'est la monnaie qui fait que les gens ne cotisent pas? Non, c'est justement ça qui fait que les gens vivent dans une précarité un peu partout. Pour moi, l'Afrique doit avoir sa propre monnaie. Par exemple, quand vous êtes dans la zone de l'Union européenne, c'est vrai qu'il y a des pays qui sont restés avec leur monnaie, mais l'euro a une valeur que le CFA, que le Syrie, que tout ce que les pays africains traînent n'a pas. Quand vous allez aux États-Unis, on vous parle du dollar. Le dollar a un poids, ça a une valeur. Et je crois qu'il faut aller au-delà de ces restrictions qu'on est en train de faire et voir comment on peut lancer l'Afrique dans un élan économique pour lui donner une force au plan économique et sur le plan mondial également. Lucien Diosmessa? Vous savez, moi je ne vais pas voir le problème sur le plan financier, cotiser, tout ça, c'est pas l'essentiel. Pour moi, c'est une question de dignité. Quand on prend tout un continent qui n'est même pas capable de construire le siège de sa première organisation, il va falloir que ce soit la Chine qui nous construit ça depuis que l'OIA existait en 1963. Non, ça fait que nous sommes vraiment dépendants, c'est malheureux. Quand nous avons voulu, on a senti à un moment donné le besoin en 2000 de restructurer l'OIA, de créer l'OIA sur le modèle de l'Union européenne. Ben, on l'a fait, mais on est resté à mi-chemin. C'est-à-dire qu'on l'a fait sur le plan de créer une commission, au lieu secrétaire général, créer une commission, mais on ne s'est pas inspiré des mécanismes qui se trouvent au sein de l'Union européenne pour que les sous rentrent automatiquement. Le problème ne se pose pas en termes de cotiser. Il faut mettre en place un système pérenne qui permet à l'association de se renflouer les caisses sans attendre la bonne volonté de certains chefs de l'État qui peut-être ont des difficultés internes et qui ne peuvent pas cotiser. C'est ce qui se passe au niveau de l'Union européenne. C'est automatique. Donc quand nous les Africains, quand nous voulons copier, nous arrêtons en si bon chemin. Mais ce que nous devons faire, parce que c'est une question de dignité et d'honneur pour les Africains, ce que moi, je suis optimiste de nature, je dirais que c'est déjà bon pour un premier pas, quand on a commencé vraiment à sentir la nécessité de réformer l'OIA sur ce plan. Bon, donc, ce que je vais demander, c'est que ce que Kagame est en train de faire, je crains que ça ne soit bloqué dans les jours à venir, dans les mois à venir avec l'Égyptien Sisi qui va lui succéder. Donc je souhaiterais que son successeur, qui sera l'Égyptien, le président Sisi, puisse poursuivre la tâche à partir de ce moment-là pour aller au fond. Et ce que je voudrais vous dire, ce n'est pas les pays les plus pauvres qui posent problème. C'est les pays les plus riches qui font le blocage. Même l'Algérie qui a des réserves monétaires énormes ne cotise pas parfois. Donc, c'est pourquoi moi je parle de mécanisme automatique qu'on doit mettre en place pour que les caisses de l'IA soient renflouées. Mais et pour terminer sur ce chapitre, en ce qui concerne Saskia en train de flécher les associations de presse, est-ce qu'il connaît combien d'organes de presse qui gagnent de l'argent? Quel est le directeur de publication qui vend et qui gagne? Pour cotiser, il faut avoir de l'argent. Les journalistes sont très mal payés parce que ils ne vendent pas. Et puis lui est là pour nous flécher. Au nom de quoi? Parce qu'il travaille dans une radio. Alors, il faut qu'il s'occupe des choses qu'il ne regarde pas. Non, je voudrais seulement m'assurer que les associations que vous présidez... Non, ça se passe bien. Moi-même, je préside des associations et je reconnais que même chez nous, en famille, au village, même à l'église, c'est pas toujours tous les membres qui sont en règle. C'était juste pour la bonne humeur. Non, ça je veux pas que tu te moques de nous. nous eh bien, donc, nous verrons comment l'Union africaine va s'activer pour mettre en œuvre ces réformes que le président Paul Kagame a proposées
et qui viennent d'être validés par ce sommet extraordinaire qui vient de se finir, qui vient de finir donc à Addis Ababa. Oui, ça c'est au-delà du volet cotisation. Je crois que ce sommet-là a été aussi l'occasion de renforcer le pouvoir du président de la commission, qui a maintenant possibilité de sanctionner les différents commissaires au cas où ils allaient à l'encontre des directives de l'Union africaine. Je crois que c'est une bonne chose. Comme le doyen l'a dit tantôt, il faudrait que quand Al-Sisi prendra le relais, puisse aller dans le même sens pour que ces réformes-là puissent profiter au peuple africain. Merci. Retournons dans les rues de Lomé le samedi dernier. Vous savez que l'opposition, la coalition notamment, avait lancé un mot d'ordre de marche sur le samedi dernier. La marche a eu lieu. Nous abordons donc le chapitre l'opposition togolaise, le processus électoral et la communauté internationale. Commençons avec le combat du peuple qui écrit sous la rubrique constat d'échec, polémiques infondées autour du processus électoral, de guerre lasse, l'opposition se jette à nouveau dans la rue. Lucien, c'est ce que vous écrivez, mais du côté de la coalition, on vous répondra que si on a tenu près de 8 mois pour retourner dans la rue, c'est qu'on a des raisons assez sûres, assez certaines de retourner marcher. C'est l'opposition qui t'a dit de nous dire ça. Il faut parler même de l'opposition, il faut parler de la coalition. Il y a combien de partis d'opposition au Togo? Il faut parler de la coalition, ceux qui veulent marcher. Ce n'est pas tous les partis togolais qui veulent marcher. Vous savez, vous avez joué tout à l'heure. Quand je vais discuter, ou bien je vais débattre aujourd'hui des problèmes politiques au Togo, s'agissant des problèmes de main, tout ça, je suis triste. Parce que moi, je ne suis pas habitué à faire toujours la même chose sans résultat. Ce n'est même pas une affaire de 8 mois ni d'un an. Depuis que je suis journaliste, c'est toujours les marches. Et tout a commencé par les marches. Pour quel résultat? Quand on fait quelque chose et qu'on n'aboutit pas, quand par exemple le président de l'ANC dit aux gens, nous allons marcher pour faire partir fort, il se moque de l'intelligence des Togolais. Combien de fois faut-il marcher pour partir fort? Il y a un problème qui se pose et nous n'arrivons pas à accorder nos violons, nous les Togolais. On a fait appel à la CEDEAO. La CEDEAO est venue, quand nous rencontrons les facilitateurs, demain on danse le tango, on revient 2 pas en arrière. Et on est là, on dit marcher. Bon, si ça plaît à quelqu'un de marcher, c'est son droit le plus absolu. Si les opposants pensent que c'est seulement la marche qui est la seule voie pour eux de résoudre le problème qu'ils ont, c'est aussi leur droit absolu. Mais moi, je n'y crois pas. Merci. Revenons donc au confrère Liberté qui parle lui aussi de la relance des manifestations publiques. Liberté qui parle de forte mobilisation des populations dans les rues samedi dernier. Et l'article continue pour dire que la société civile, elle aussi, a déclaré le samedi dernier retirer sa confiance à la CEDEAO, selon les propos du professeur David Dossé. Et le samedi dernier, Thierry Afanoukoé, et comme l'écrit Liberté, la coalition avait dit oui au report des élections. Non, plutôt Liberté qui écrit la CEDEAO, les crises et les traitements à géométrie variable. Pendant que la CEDEAO dit oui au report des élections en Guinée-Bissau, la même CEDEAO dit non au même report ici au Togo. Voilà quelque chose que dans les rangs de la coalition, on ne comprend pas trop. Oui, on a comme l'impression que il y a 2 poids 2 mesures. La CEDEAO, arrivé à un moment, on ne la comprend plus dans la résolution de la crise togolaise parce que ça fait de route demande à ce que le processus soit organisé ou enclenché de façon consensuelle, mais tel n'est pas le cas et cette CEDEAO-là n'est pas en mesure d'arrêter le train qui a démarré pour que les autres puissent rejoindre le train afin qu'on puisse organiser ces élections-là de façon consensuelle. C'est ça qu'on ne comprend pas. Et à un moment donné, on a comme l'impression que la CEDEAO fait le jeu du pouvoir
Et c'est ça qui énerve beaucoup de Togolais. La preuve, vous les avez vus le samedi dernier dans la rue. Aujourd'hui, la coalition des 14 partis politiques a compris que elle ne va plus se contenter du dialogue. Elle va maintenir la pression dans la rue pour que les élections ne soient pas maintenues sur le 20 décembre. Donc, on attend de voir, parce que, vous savez, le pouvoir de Lomé n'entend que ce langage-là. Les réformes, on pouvait les avoir depuis, mais tel n'a pas été le cas. Il a fallu un 19 août avant que le régime se précipite pour envoyer quelques tests à l'Assemblée nationale pour les réformes constitutionnelles, et ça n'a pas marché. Là, aujourd'hui, on est en train de faire du surplace. Ce qui est étonnant, c'est que la CEDEAO ne se prononce pas. On apprend aussi dans la foulée que la coalition a saisi le comité de suivi pour se prononcer sur ce qui se passe actuellement, parce que, à mon humble avis, ces élections n'auront pas de sens si la C14 ne participe pas à ces élections-là. Donc, il est de bon temps qu'on puisse retrouver, qu'on puisse rassembler autour de la même table les protagonistes de la crise, afin qu'on puisse trouver le juste milieu pour nous permettre d'aller à ces élections-là. Qu'est-ce qui va se passer si on décalait de quelques jours ou de quelques semaines ces élections-là? Le Togo restera le Togo, et il n'y aura pas l'apocalypse. Donc, je ne comprends pas ce qui fait presser certains à organiser coûte que coûte ces élections. Merci. Eh bien, revenons donc à la Guinée-Bissau et au Togo, les deux pays qui connaissent quelques situations anormales, et que la CEDEAO s'active pour la résolution. Comme l'écrivait tantôt Liberté, la même CEDEAO accorde le report des élections en Guinée-Bissau, alors que la CEDEAO semble dire que la date du 20 décembre est une date fétiche ici au Togo, ce qui amène le confrère, le correcteur, lui aussi a écrit dans sa parution du jour à la page 3, manipulation, contorsion, mensonge autour du 20 décembre, le contre-exemple bissau-guinéen qui dénude le régime togolais et la CEDEAO. Et le correcteur qui rappelle aussi que les Togolais se sont beaucoup mobilisés le samedi dernier, vent debout contre le chaos électoral. Et vous, Uriel Nyang, votre journal Méga Info, vous écrivez sur la page 5, crise sociopolitique au Togo, le gouvernement autorisa les manifestations et le peuple opta pour le recensement, la C14 tentée par le pire des risques. Petit commentaire. Petit commentaire, l'opposition togolaise est en train d'avancer vers un risque qu'on n'a jamais souhaité à une opposition en Afrique. Lequel? Vous savez, lorsqu'une institution comme la CEDEAO intervient dans votre crise et vous propose une ligne à suivre, la première des choses, c'est de commencer à respecter cette ligne. Si en avançant, on s'en rend compte que ça n'aboutira pas, cette institution même rapidement viendra, dans le cas de la date par exemple de l'élection, dire mais tenez, face au processus, vraiment ça ne peut pas tenir, on va repousser le processus d'un mois, de 2 mois ou de 3 mois. Mais dites-moi, depuis que la feuille de route a été rendue publique le 31 juillet 2018, dites-moi, laquelle des mesures proposées a été observée par l'opposition? J'ai dit aucune. Aucune mesure n'a été observée. Mais s'il faut continuer dans cette lancée, je vous assure que l'opposition, la coalition des 14 partis de l'opposition, parce qu'ils ne sont pas les seuls. Quand on dit opposition, c'est pas les 14. S'ils ne vont pas aux élections, je vous assure, il y a d'autres partis de l'opposition qui iront. Oui, certes. Il y a un moment, vous disiez tantôt que depuis que la feuille de route nous a été signifiée, l'opposition n'aurait pas exécuté une seule des mesures préconisées, mais dans les rangs de l'opposition, on relève la même critique contre le pouvoir, la CEDEAO. Par exemple, à la coalition, on relève que il y a encore des détenus dans les prisons, alors que
la feuille de route a parlé de Les mesures d'apaisement. La feuille de route a également parlé de processus inclusif, alors qu'à la coalition, on relève que ce qui se fait à la CENI est plutôt politiquement biaisé. Oui, lorsque j'aurai un titre à l'endroit de cela, je répondrai plus clairement à cette question. Je dis bien, le risque pour l'opposition actuellement, c'est sa disparition. Ça, tenez-vous bien, si la CEDEAO ne revient pas pour dire les élections n'auront pas lieu, donner telle opportunité à l'opposition pour qu'elle se rattrape, les élections vont se tenir le 20 et les 14 n'iront pas, ne vont pas se positionner, ce qui va donner la possibilité à ces petits partis et aux anciens comme l'UFC et les autres là de bien se positionner et de prendre la marche et continuer d'avancer avec le pouvoir en place. Donc c'est un risque énorme. Moi je ne leur souhaite pas ça. Ils n'ont qu'à quand même commencer par observer les mesures de la CEDEAO. Si ça ne va pas, la même CEDEAO viendra avec des mesures additionnelles. Je pense que c'est la meilleure des Merci. solutions. Revenons aux confrères dont Togo Matin qui se demandent si le retour pour la coalition à la case départ est la meilleure option dans le contexte actuel. Le même Togo Matin qui titre en éditorial marche de la coalition des 14 samedi dernier, encore de l'énergie gaspillée et pour quel résultat? Quant à vous, Harry Miaou Tchanyao, votre journal Nouvelle Opinion, vous écrivez à la page 3, boycott, marche, injure, diffamation, provocation, chantage, et vous trouvez que la coalition des 14 s'isole de tout et étale au grand jour sa mauvaise foi. Tout à fait, ça. Moi, je ne vais pas répondre ni faire de commentaires, mais je vais me poser des questions en tant que À qui? Togolais. Vous posez la question Je à qui? pose à ceux qui nous écoutent et qui cherchent à trouver des réponses. Oui ou non, le Togo a eu des problèmes? Oui, nous avons des problèmes. Oui. Merci de commencer à répondre Oui, à les vos Togolais questions. qui ont des problèmes ont accepté que des gens leur viennent au secours. Et les deux protagonistes, oui ou non, ils ont fait confiance à la CEDEAO. Et c'est pour cela que tous, d'ailleurs quand ça ne va pas, les gens même cherchent à ce qu'on les reçoive et qu'ils aillent expliquer leurs problèmes. J'ai dit sur un plateau que les gens qui sont fonctionnaires ou la CEDEAO dans son ensemble, ce ne sont pas des mesquins qui s'y retrouvent. Il y a les chefs d'État, il y a la commission, il y a tout. Et ces gens-là, ce ne sont pas des plaisantins. On me parle de la Guinée-Bissau. Est-ce que la Guinée et le Togo ont les mêmes problèmes? Ceux qui ont trouvé qu'on peut aller aux élections au Togo, ils ont fait des analyses. Ils connaissent le Togo. C'est pour cela qu'ils ont dit qu'on peut aller aux élections le 20. Et au début, lorsque la CEDEAO a commencé, si les gens savaient que ils n'ont confiance en rien de la CEDEAO, ils n'avaient qu'à dire on ne veut pas. Comme ils l'ont fait avec le gouvernement. Le gouvernement togolais a toujours cherché à ce qu'on résolve nos problèmes autour d'une table familiale. Ce que l'opposition a refusé. Avec la CEDEAO, elle y va. Maintenant, l'impression que ça donne, et nous disons que les gens s'isolent et démontrent leur mauvaise foi, c'est que, entre-temps, les gens attendaient auprès de la communauté internationale qu'elle vienne saper ou marteler les choses sur le pouvoir togolais. Nous avons vu ce qui s'est passé au Canada avec Macron. Nous entendons ce que dans les couloirs les gens disent. Ah, la France va prendre cette position. L'Allemagne va faire ceci. L'Union, et finalement, eux, ils ont dit, nous faisons confiance à la CEDEAO. Donc, quand vous prenez la CEDEAO, vous prenez la communauté internationale dans son ensemble, notamment le groupe des 5, qui disent, allons-y. Même quand on a donné la prorogation les 3 jours, j'ai lu un communiqué du groupe des 5 qui disait que l'opposition saisisse cette opportunité pour aller se faire recenser. Quand même, quand vous avez raison sur quelqu'un et vous ne savez pas réclamer votre droit, vous risquez finalement d'avoir le pire des torts. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui à l'opposition. Donc, le jour que, aujourd'hui là où nous sommes, lorsqu'on dira, on prendra toute position qui n'est pas celle que les groupes des 14 attendent, le Togo ne bougera pas. L'Union européenne, ce sont des toqués quand ils ne diront pas ce que la C14 veut. Finalement, c'est une dictature qu'on est en train de déguiser et qu'on impose aux Togolais. Moi, je m'adresse plutôt aux jeunes qui sont comme nous et qui sont logés dans les différents partis de la C14
que l'heure a sonné, qu'ils prennent leurs responsabilités. Regardez Fabre, regardez Léa Gbeibo, regardez tout ce monde-là qui tourne et qui s'impose au sein de la C14. Nous les avons connus quand on était au primaire. Nous les avons toujours connus. Ce sont les mêmes figures. Et quelles leçons ces gens-là donnent à cette jeunesse qu'ils utilisent? S'ils ne veulent pas, qu'ils laissent le Togo avancer. Parce qu'on ne va pas dire que la France, l'Allemagne, les États-Unis, l'Union européenne, tout ce que nous connaissons, que nous respectons, qu'eux-mêmes, ils voyagent tout le temps en Europe. Pour faire quoi? Pour faire des lobbying. Pour que les mêmes personnes viennent à leur rescousse ici. Quand ils savent que ce n'est pas comme ça, le monde n'est pas là pour suivre les désidératas de quelques Togolais. Et c'est pour cela que j'ai dit que les institutions qui nous suivent, elles seront fermes. Mais quand elles trouveront que le vin n'est pas propice, elles nous diront, et les gens vont s'accommoder. On jette la pierre à la CENI. On dit que le gouvernement a fait ceci. Mais le gouvernement est respectueux de ce que la facilitation que le Togo a accepté donne. C'est le gouvernement togolais qui a fixé le vin? Non. Mais quand les gens finalement veulent prendre le Togo en otage, il faut trouver la formule. Merci. Alors, c'est vrai que la position de la CEDEAO et celle même de la communauté internationale, notamment le G5, font l'objet de beaucoup de, une seconde, Lucien, font l'objet de beaucoup de critiques dans les rangs de la coalition. Exemple, le confrère, le correcteur qui écrit ce matin que après 2005, un nouveau complot de la communauté internationale contre le peuple togolais, et le correcteur se demande s'il y a une CEDEAO des flibustiers et une CEDEAO des hommes responsables et cohérents. Ce à quoi, s'il vous plaît, le combat du peuple écrit lui, sale temps pour la démocratie au Togo, Fabre et la coalition défient la CEDEAO. Autre journal, le Libéral, qui titre à la manchette « Lynchage de la communauté internationale, la coalition se trompe d'adversaire ». Autre journal, Symphonie, qui écrit lui que la coalition se trouve dans une dérive suicidaire. Et Forum de la semaine, pour sa part, relève Forum de la semaine qui écrit à la page 3, donc, la coalition des 14, une vraie crasse d'incohérence. L'article dit que après avoir déclaré à l'apothéose de leur manifestation samedi dernier qu'ils retirent leur confiance à la CEDEAO, voilà les responsables de la coalition qui viennent de saisir par courrier ce même jour la même CEDEAO pour réclamer la tenue d'une réunion du comité de suivi de cette même CEDEAO. Lucien, oui. Je voudrais vous dire quelque chose. Quand nous faisons des débats, c'est sur notre pays, c'est sur son avenir, mais nous devons aussi faire l'effort de nous inspirer du passé. Tout ce qui se passe aujourd'hui, je les ai déjà vécus. Je peux vous donner, c'est qu'on n'a pas le temps, sinon je peux vous donner à chaque étape ce que l'opposition a fait ici à Lobé. En 99, par exemple, Chirac était prêt, il est venu ici pour régler le problème. Jésus n'était pas présent. Et au cours d'une conférence de presse que Chirac a tenue à l'hôtel de la paix, il nous a dit, j'ai posé des questions à Chirac. Il nous a dit, vous croyez que le Togo est le nombril du monde? Ok, bientôt d'autres événements importants vont se passer et on va vous oublier. C'est ce qui s'est passé 2 ans après avec la Côte d'Ivoire. Et le Togo a été oublié, passé ailleurs. Quand on a un problème qu'on n'avait pas résolu chez toi et qu'on fait venir les autres, on ne se comporte pas comme nous le faisons. Ce n'est pas tout simplement sérieux. Il faut dépassionner le débat et dire quand vous êtes sur le terrain de football pour jouer, passer votre temps à injurer l'arbitre, que l'arbitre n'est pas sérieux. Ce n'est pas comme ça qu'on joue. Moi, je vais vous dire une chose. 16 chefs d'État, c'est-à-dire la conférence des chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis ici à Lomé et ont décliné une feuille de route. Sur cette feuille de route, il est prévu, ils ont fixé la date du 20 décembre. Où est le problème? Une élection se prépare. Et la CENI, qui avait commencé à travailler depuis de nombreuses années, depuis février, entre-temps, on lui a dit de suspendre son travail, on lui a dit d'arrêter, il a arrêté, et on a dit on y va. Une feuille de route
il faut la mettre en application. La CENI, la structure technique qui doit préparer une élection. L'élection se prépare. Et c'est pas la première fois qu'on fait des élections au Togo depuis 93. L'élection se prépare. Alors, la CENI, c'est une structure technique, elle continue son travail. Qui dit à ce que, en fin de compte, on contrôle, on fait un audit et on dit que le travail est mauvais, s'il faut corriger, vous faites ci. Dans quel pays vous avez vu des partis politiques se lever, dire aux citoyens de ne pas aller se recenser? Or, le recensement est un travail est une chose, une obligation citoyenne et civique. Bon, qu'est-ce que les partis politiques ont avant? Si quelqu'un est parti, est allé se recenser, c'est son droit le plus absolu en tant que Togolais. Et quand il fait le recensement, si demain il ne veut pas voter pour le pouvoir, il ne veut pas voter pour l'opposition, mais c'est dans l'ordre des choses. Mais où est la polémique? On a le sentiment que la coalition veut aller à une course. Et en même temps, ils ont mis dans le sac, comme les bésaciers, des cailloux, qui, quand ils courent, ils jettent devant. Ils jettent devant, ce qui veut dire qu'ils ralentissent volontairement le peuple. Attends, il est terminé. Ils ralentissent. Terminé, ils ralentissent normalement les choses. Ce que nous disons, on n'a qu'à laisser la CENI faire son travail jusqu'au bout. Maintenant, la CEDEAO qui commence à envoyer des experts et des gens ici, par exemple, là, si vous prenez l'expert constitutionnaliste de la CEDEAO a fait une proposition de réforme. Je l'ai publié. Bon, alors, laissez que les gens travaillent. Si ce que nous ne pouvons pas faire, que les gens le fassent. Maintenant, cette proposition de réforme, ça se fait. Ils viendront constater si les choses évoluent. Votre journal écrit ce matin que l'expert constitutionnaliste de la CEDEAO a produit son rapport que vous publiez dans vos colonnes. Rappelez également que le même rapport... Il a fait une proposition attribué... C'est discutable. S'il vous plaît, Lucien. Le rapport attribué à l'expert de la CEDEAO a déjà commencé à être publié par des journaux, voire des réseaux, il y a déjà quelques jours. Mais Thierry, revenons à la manif samedi dernier. C'est vrai que, comme certains journaux l'écrivent, on a vu des pancartes que portaient les marcheurs qui contenaient des messages pas très gentils à l'endroit de la CEDEAO et de la communauté internationale. Mais les leaders de la coalition, dans leur discours, maintiennent quand même une certaine main tendue. La preuve, cette demande faite par la CEDEAO, par la coalition, pour demander une réunion urgente du comité de suivi de la CEDEAO. Mais quand on voit le contexte là, est-ce que cette demande de la coalition a des chances assez certaines d'être réalisée, acceptée par les chefs d'État facilitateurs de la CEDEAO? Oui, pourquoi pas, puisque la puisque la CEDEAO même s'est engagée à Lomé ici pour nous aider à résoudre notre crise. Ça, vous savez, si le 31 juillet dernier, la feuille de route, après que on a rendu public la feuille de route, la CEDEAO s'est véritablement mise pour que on puisse appliquer à la lettre cette feuille de route là. Je ne crois pas qu'aujourd'hui on serait ici pour ce débat là. Personne n'a forcé la main au chef d'État et de gouvernement de la CEDEAO d'écrire comme quoi le processus doit être inclusif. Tout ce que la C14 demande aujourd'hui, c'est que ce processus-là soit inclusif, que certains ne commencent le travail qu'on leur demande d'aller compléter cela, parce qu'ils n'étaient pas là lorsque ça a commencé. Ils ne maîtrisent pas les contours de ce qui a été fait dès le début jusqu'à maintenant. C'est aussi simple que ça. C'est la CEDEAO même qui a demandé que le processus soit inclusif. Personne n'a forcé la CEDEAO à demander que le processus soit inclusif. Donc, il revient à cette CEDEAO-là qui joue d'ailleurs sa crédibilité, parce que vous avez vu, les confrères l'ont relayé que au niveau de la Guinée, on a accepté, on a accepté facilement le report des élections. Par contre, chez nous, tout est mis en œuvre pour qu'on puisse aller à ces élections-là le 20 décembre. Je l'ai dit tantôt que ces élections n'auront pas de sens si la C14 ne participe pas à ces élections. Maintenant, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un cas, je ne sais pas, c'est un cas spécial.
Non, c'est un cas spécial, puisque si tel n'était pas le cas, aujourd'hui, l'UFC allait continuer par siéger à la CENI. Non, c'est ça, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc, il revient à la CEDEAO de veiller à ce que ce qu'elle elle-même a écrit noir sur blanc en demandant que le processus soit inclusif, que ça soit le cas pour permettre à la C14 de participer à ce processus-là. Maintenant, concernant ce qui a été dit ou ce qu'on nous a montré au cours des manifestations, je crois que les responsables de la C14 ont regretté que ces messages-là ont été véhiculés et ils se sont déjà engagés. En tout cas, c'est ce que moi j'ai lu sur une plateforme de WhatsApp, qu'ils vont veiller à ce que ça ne soit pas plus le cas les prochaines fois s'il y a manifestation. Vous savez, aujourd'hui, cette crise-là existe parce que nous ne sommes pas allés aux réformes à temps. Maintenant que l'occasion s'y prête, il faudrait qu'on puisse faire les choses de la bonne manière pour permettre à tout un chacun de se sentir concerné par la gestion ou bien le développement de ce pays. Si ce n'est pas le cas, je crois que les autres, ils ne se sentent pas concernés par ce qui se fait jusqu'à maintenant. Donc bon vent. Depuis que la feuille de route a été signifiée par la CEDEAO au Togo le 31 juillet 2018, la coalition continue à qualifier de processus non inclusif. Et comme preuve, la coalition n'a pas encore envoyé, ou bien les représentants de la coalition ne siègent pas encore, s'il vous plaît, à la CENI. Et cette coalition qui a appelé au boycott du recensement et puis des autres opérations dont nous allons parler. 93.5 Canal FM. Dernière partie de cette émission avec autour de nous les quatre mêmes confrères, Arim Yao Chanyao, Uriel Nyang, Thierry Afanoukoe et Lucien Jossou Mensan. Reprenons les journaux avec Forum de la semaine qui écrit: pendant que les choses se précisent encore plus à la CENI, la coalition des 14 se cherche dans les rues. Quelles sont les dernières évolutions du moment? C'est que la CENI a réceptionné il y a quelques jours les 40 000 flacons d'encre indélébile qui vont servir le jour du vote le 20 décembre prochain. Ça, c'est Nouvelle Opinion qui nous le rappelle, à savoir que la CENI, s'il vous plaît, Lucien, respectons le temps de parole de chacun. Donc, la CENI qui a réceptionné les 40 000 flacons d'encre indélébile, ce qui, pour Nouvelle Opinion, c'est l'un des signes que les élections seront transparentes et fiables. Mais Arim Yaou, on vous répondra qu'il ne suffit pas seulement d'avoir de l'encre indélébile pour qualifier des élections de crédibles et de transparentes. Non, les élections, c'est tout un processus. Ça se prépare. L'encre, quand viendra le temps de parler de l'encre, s'il n'est pas indélébile, les gens vous diront que l'élection n'est pas crédible, elle n'est pas transparente. Ça fait partie de l'organisation d'un scrutin. Maintenant, ce que je voulais dire, les choses se précisent. Tout le monde est en train de suivre avec appétit. J'ai parlé de la jeunesse de la C14. Je voulais que les gens comprennent que nous sommes en train de parler d'une élection législative. Les gens font une confusion. Les gens croient que les législatives n'engagent que la C14 et le pouvoir en place. C'est une grosse erreur. Parce que lorsqu'on parle des législatives, moi-même, Chanyao, ici, je peux constituer une liste indépendante. J'ai pas de parti, mais ma liste, je peux la mettre sur tout le territoire et je peux sortir majoritaire. Donc, quand les gens pensent que tout se résout à la C14 et qu'on rêve
que si les gens de la C14 ne vont pas à cette élection, ça va être dommageable pour le pays. Erreur. Des jeunes de la C14 peuvent constituer une liste. Et s'ils gagnent, on ira faire n'importe quelle modification à l'Assemblée. On prendra n'importe quel test, n'importe quelle loi à l'Assemblée. Ça s'imposera à tous les Togolais, le chef de l'État, jusqu'à ceux qui sont à la C14. Donc, que les gens cessent de rêver. Tant que la CEDEAO ne viendra pas dire que le 20, il n'y a pas élection, toute la machine de l'organisation de l'élection est en branle. La CENI fait sa part, le gouvernement fera sa part, les partis politiques et les individus qui voudraient y participer, chacun doit faire sa part. Je connais des gens qui sont allés sur le terrain sensibiliser des gens, alors qu'ils n'ont pas de parti. Ils ne sont ni allés au nom de la C14, ni au nom du pouvoir, ni de unir, mais ils sont allés à titre individuel parce qu'ils ont des envies d'être candidats. Alors, si des Togolais participent à cette élection et gagnent, parce qu'ils ne sont pas à la C14, ils ne sont pas députés, je crois que c'est une grosse erreur. Merci, ils le seront. Merci. L'histoire nous enseigne, par exemple, qu'en 1999 et en 2002, il y avait des élections législatives anticipées à ce moment-là, que l'opposition dans son ensemble avait boycotté. La suite, nous la connaissons. Mais revenons à l'actualité. Comme le disait tantôt Harry Miaou, Thierry Afanouke, c'est aujourd'hui même, le dernier jour que la CENI a fixé, après prolongation, que les partis politiques, les groupes de partis politiques ou bien les listes indépendantes aient déposé les dossiers. Est-ce que vous savez par indiscrétion ce qui s'est passé au cours du dépôt des dossiers de candidature aux législatives? Oui, vous savez que, en tout cas, il y a certains partis politiques qui se préparent activement pour ces élections. Même du côté de la C14, il y a eu ou il y a encore des partis qui se préparent, sauf qu'ils attendent que les conditions soient améliorées. Ou de partis qui ont déposé ou bien qui s'apprêtent à déposer leur dossier d'ici la fin de la journée. Oui, il y a des partis qui s'activent. Je crois que jusqu'à 0h minuit aujourd'hui, on va boucler cette phase-là. Du côté du parti au pouvoir, vous savez que c'est un grand parti. Et comme Tchanyao l'a dit tantôt, il y a beaucoup qui nourrissent l'envie de devenir député, ce qui fait que dans ce parti-là, le parti uni, c'est pas aussi aisé de se faire retenir. Donc, il y a, paraît-il, qu'il y a un véritable malaise au sein de ce parti-là parce qu'il y a des jeunes qui veulent représenter ce parti-là aux législatives du 20 décembre. Donc, c'est tout un travail qui se fait actuellement par le directoire du parti pour essayer d'arrêter une liste consensuelle acceptable et acceptée par tous. Donc, c'est l'information que nous avons. Non, en tout cas, je ne crois pas que c'est déjà fait. S'il vous plaît. Alors, comme Thierry a commencé à parler d'Uni, il y a également le confrère, le libéral, qui titre en éditorial. Lucien, est-ce que vous pouvez écouter les autres aussi? Alors, le libéral qui écrit en éditorial, législatif et le choix des candidats, le casting au parti uni, un exercice très difficile, écrit le libéral. L'article parle d'une rude bataille pour le positionnement des candidatures sur la liste unie. Uriel Nyang, nous avons des indiscrétions qui nous laissent croire que c'est véritablement, que la tâche n'est pas très la tâche ne serait pas très facile pour unir de positionner ces candidats. C'est vrai que dans le jour à venir, nous en saurons beaucoup plus pour savoir comment le parti va gérer cette problématique de positionnement. Ça c'est. Bon, je pense que ce sont des réalités qu'on ne peut pas nier. Dire le contraire du fait que le parti éprouve des difficultés dans le choix des candidats, c'est faire preuve de mauvaise foi. Les difficultés, elles sont réelles parce que les députés qui siègent actuellement ou bien les députés qui ont siégé dans les mandatures passées n'ont pas arrangé tellement la situation par rapport aux actes qu'ils ont posés, par rapport
aux actions qu'ils ont menées sur le terrain. Aujourd'hui, le parti, selon nos informations, veut se renouveler carrément. Le parti veut se moderniser. Le parti veut renouer avec l'idéologie du développement. Donc là, il faut vraiment des personnes qui ont la vraie culture du développement, des personnes qui ont la culture de la maîtrise de géographique, des personnes vraiment qui vont arranger le parti. Et pour ce faire, rappelez-vous, le parti avait proposé, je crois bien 18 critères qui permettent d'obtenir le vrai profil du candidat. Aujourd'hui, les choses sont en train d'être dévoilées, les candidats sont en train d'être connus. Chez moi dans la Bina, par exemple, on connaît les candidats unis. Vous les connaissez? Oui, on les connaît. Ce n'est plus, ce n'est plus un secret de polichinelle. Depuis hier, les confirmations sont là. Donc nous, on n'est plus dans la sphère des doutes. Et puis non, bon, nous avons des personnes qui représentent le parti UNIR. Peut-être que l'opposition va positionner aussi ses candidats pour les affronter. Je rappelle que c'est ce lundi 19, jusqu'à minuit, que les partis, les groupes de partis et les candidatures indépendantes pourront se signaler à la CENI. S'il vous plaît, à partir de demain, quand nous en serons davantage, nous y reviendrons. Une information. Je pense que je n'ai pas fini. Non. Ok, Uriel, finissez d'abord. Laisse-moi donner l'information. Uriel, finit d'abord. Oui, parce qu'il est dans le... S'il vous plaît, Lucien, écoutez Uriel. Je pense qu'il fallait être clair dans cette question que vous avez posée. Ça a vraiment été. Comment est-ce que unir un chemin de croix? Le positionnement de donner l'information, oui, je ne suis pas, c'est vrai, il est vrai, je ne suis pas membre d'UNIR, je ne suis pas au siège de l'UNIR, mais ce que je sais que ça n'a pas été facile. La preuve, c'est que actuellement, dans plusieurs circonscriptions électorales, les candidats que nous avons déjà sont des nouveaux. Il y a des circonscriptions où c'est parce que je veux. Donne-lui l'information. Tu as l'information. Mais quel type d'information l'information, c'est que nous, votre fameuse information. Mon information est la suivante. Oui. Au niveau de l'UNIR, il y a eu des primaires. Parce que chaque circonscription électorale, prenons par exemple le cas d'Anéo, il y a eu 16 candidats. Je parle de circonscription électorale Anéo et Bamono. Lac Bamono. Il y a eu 16 candidats. Tout ça, il y a eu des tri, un travail qui a été fait. Bon, après ça, on a retenu 6 là-bas. Donc 10 éliminés. Bon. Je peux vous dire une chose. Comment ça se passe? Dans chaque circonscription électorale, la tête de liste signe la lettre qui quitte le siège du parti pour aller à la CENI. Toutes ces lettres ont été signées hier dans la journée. J'ai discuté avec le président de la CENI. Au niveau de l'UNIR, c'est bouclé. Il n'y a plus rien. On peut ouvrir un débat là-dessus. C'est fait. Merci. Mais dans d'autres pays et en d'autres temps, on sait que le positionnement des candidats a été plus ou moins mal géré par le parti. Mais assurons-nous que les listes seront déposées à la CENI d'ici minuit. Et à partir de demain, nous aurons à parler sur des faits précis. Voilà là où on peut terminer. Mais l'autre fait aussi, et l'autre action qui a pris fin hier, c'est le recensement prolongé par la CENI qu'est-ce que je dis? C'est la prolongation décidée par la CENI pour l'enrôlement des candidats, disons des citoyens sur la liste électorale, des listes d'électeurs. Est-ce que vous savez, vous avez un peu visité quelques centres de recensement le week-end, du moins dans Lomé ici, pour nous dire comment ça s'est passé? Oui, Uriel? Oui. Moi, je suis allé, si vous permettez, s'il vous plaît, je permets, allez-y. Avec humilité, je voulais faire une précision. La procédure de la sélection des candidats au niveau du NUR, cette première phase où ils ont déposé en interne les candidatures, ça ne s'appelle pas des primaires.
ne S'il vous s'appelle plaît, pas. dépassons ça. À partir de demain, s'il vous plaît, nous voulons, à partir de demain, nous allons nous prononcer sur les listes déposées ou pas et quelles sont les répercussions, les suites des listes dans chaque camp. Uriel, revenons à la prolongation du recensement. Alors, vous allez constater que dans notre parution d'aujourd'hui, il y a eu un reportage de fond sur la suite du recensement concernant les 3 jours, spécifiquement dans la préfecture d'Agoué. Le recensement, nous on a trouvé plutôt que la population s'est plus intéressée au recensement qu'à sortir dans la rue. Donc, dans les centres de recensement de la préfecture d'Agoué, il y a eu des gens qui sont présentés pour se faire enrôler. Tout à fait. Jusqu'à la journée d'hier, jusqu'à 17h, tout s'est passé normalement. C'est notre constat. Mais on ne sait pas trop comment ça s'est passé à Flao. Merci. Alors, chez nous également, à Flao Sagbado, notamment au quartier Onyomé et d'autres, il y a eu les bureaux de vote, les bureaux de recensement qui ont été ouverts. Et, Lucien, s'il vous plaît, on a vu quand même des reportages de la TVT qui nous ont montré ces opérations de recensement prolongées un peu partout dans le Togo. Espérons que la CENI nous citera avec des chiffres sur peut-être le nombre de Togolais qui sont fait recensés dans la première partie, partie 1, partie 2 et également dans la zone au cours du temps de prolongation. Oui, Arimiaou, Tchaniaou? Non, je voudrais dire sur le recensement prolongé. Si, je voudrais dire que ça a été une réussite. Parce que à l'intérieur laissons la CENI de nous fixer si ça a été réussite ou pas. La réussite se constate au bout des yeux. La réussite se constate au bout des yeux. Si par exemple, à vos yeux déjà. À nos yeux, à Lomé, ici on a vu que des gens sont sortis alors qu'on ne le croyait pas. À l'intérieur du pays, en tant que journaliste, nous faisons la connexion avec des gens qui nous donnent les images, qui nous disent que les gens qui n'étaient pas sortis à une époque sont sortis. Donc moi je dis que c'est une réussite, ça viendra être confirmé par la CENI. Maintenant, nous parlons de UNIR, tout à l'heure vous avez ouvert une brèche, les gens parlent de UNIR, comme si l'élection en vue concernait que UNIR. Parlez des autres partis qui iront. Laissez la C14, je vous ai dit, parlez aussi des groupes organisés. Et ça, on attend qu'à la fin des dépôts des dossiers, que la CENI fasse un bilan aux Togolais, que la CENI fasse un bilan à cette communauté internationale qui nous suit. Il ne faut pas que les gens se prêtent dans la confusion, qu'il s'agira de voir les partis de la C14, il y aura des individus, il y aura d'autres partis qui font des partis du Togo, ces individus qui sont des Togolais, des citoyens qui ont le droit quand même de s'essayer. Donc c'est de ça qu'il s'agit et non de unir. Que UNIR fasse des primaires de quoi, c'est pas ça qui intéresse. Il y a élection, qui iront, c'est ça qui intéresse et on verra à la fin qui ont déposé. Laissez UNIR en paix et que les choses avancent. J'ai déjà dit que c'est le dernier jour de dépôt des candidatures. Moi j'avais voulu qu'on attende minuit et qu'on en parle demain. C'est vous qui avez commencé à... Bon, maintenant... L'information, c'est nous qui les cherchons. Nous n'allons pas mettre la confusion dans la tête des gens. Si nous savons que quelque chose est fait, on le dit. Merci. La CENI est la source officielle. Donc, le recensement prolongé a pris fin hier. C'est aujourd'hui jusqu'à minuit que les partis, groupes de partis ou candidatures indépendantes se feront, à se signaler jusqu'à minuit. Demain, j'ose croire que nous aurons de la matière pour moudre. Ce sera avec d'autres confrères, mais j'espère que le débat sera tout autant intéressant, mais les confrères invités de demain seront un peu plus disciplinés. Suivez mon regard. Et à ce niveau-là, il y a un confrère, il y a un auditeur qui me souhaite beaucoup de courage dans la façon de gérer Lucien Diossou Vincent, et me rappelle que sur une autre radio, notamment RFI, il y a une dame, Annie Gasnier, qui reçoit un certain Rémi Ngono, comment elle le gère
j'essaierai de gérer Lucien Diosso-Mensah beaucoup mieux d'ailleurs que Annie Castro. À celle-là qui parle de moi que je n'aime pas. Celui-là qui parle de moi que je n'aime pas la personnalisation du débat politique. Merci. Et au Togo, chacun fait son travail comme il entend. Oui, mais c'est trop facile qu'il reste dans l'ombre pour poser des questions idiotes. Que vous n'aurez pas toujours le temps de parole des autres confrères. Nous gagnerions tous à ce que chacun dise ce qu'il a, mais qu'il écoute également les autres quand ils ont la parole. Il y a... Merci, nous allons... il est déjà l'heure, la technique me signifie ça. Nous allons juste faire le tour de table pour votre carton du début de semaine. Je rappelle que le carton, c'est sur des sujets, des personnes dont nous n'avons pas débattu ce jour-là. Oui. Ok. Eh bien, Thierry, comme vous semblez me comprendre, allez-y. Oui, je veux décerner un carton vert à l'association Synergie Plus. Synergie Plus, c'est une association de footing née ici à Lomé, dans le quartier à Tiégou, parrainée par le commissaire des impôts Adoyi et Soravana. Cette association-là fait aussi dans le social. Dans le social, le week-end dernier, cette association était à Sokodé pour connecter le lycée moderne de Sokodé à l'internet. Donc c'est à féliciter. Ça va permettre aux élèves et au corps enseignant de se connecter et de cultiver davantage l'excellence. Merci pour ce carton vert qui va à la personne qui devrait sourire. Parce que vaut mieux avoir un carton vert que jaune et surtout pas le rouge. Uriel Aignan, votre carton? Moi, je dessine un carton rouge vif au DG de la CT et à son équipe de raccordement pour le faux qu'ils organisent autour de ces travaux d'installation et de raccordement des compteurs. Vraiment, j'interpelle les autorités à mettre de l'œil là-dedans parce qu'il y a trop de faux là-dedans. Je l'ai dénoncé la dernière fois, ça continue. Ça continue, on procède comme on veut, on crée des sociétés écrans, on attribue les marchés à qui on veut et puis les clients, les consommateurs que nous sommes, on est laissé pour compte. Franchement, ce n'est pas du bien. Si le DG il veut plus d'informations, nous sommes là, on va les lui fournir. Avec les détails, s'il veut qu'on les publie, on va les publier aussi. Actuellement, les gens ont fait les demandes avant la phase de la promotion, je dis bien. Ils n'ont pas obtenu les compteurs. Mais ceux qui sont venus dans la phase de la promotion ont déjà bénéficié et continuent d'en bénéficier. Ce n'est pas normal. Je lui dessine un carton rouge vif. Le travail est flou. Il y a du faux, il y a de n'importe quoi là-dedans. Je rappelle que vous parlez dans un micro rouge. Arim Yaouchanyao, votre carton? Mon carton, il est rouge et il va à ceux des Togolais qui ternissent ou salissent notre image en croyant que c'est à travers les insultes, les chantages, les attaques qu'ils peuvent résoudre la question togolaise. Je parle de ceux-là qui injurient les fonctionnaires de la CEDEAO, y compris les diplomates accrédités au Togo. Merci. Je parle de la G. C'est enregistré. Lucien, votre carton? Je donne le carton vert à monsieur le président de la HAC, qui vient de taper du poing sur la table pour mettre un terme au traitement déséquilibré de l'actualité politique togolaise par le correspondant de RFI au Togo. Il a tapé du poing sur la tête et ça s'est arrêté. Merci, tous ces cartons enregistrés. Juste une information bien officielle, c'est un communiqué qui nous vient de la CEDEAO. Et si je vous en parle, c'est que je me suis entouré de toutes les conditions de fiabilité. Le communiqué signé en date du 18 novembre, comme c'est un peu long, je vous lis juste la chute. En application des termes de référence ci-dessus rappelés, l'expert constitutionnaliste de la CEDEAO a préparé un rapport et l'a soumis à la commission. Celle-ci a trouvé le rapport en conformité avec les décisions du sommet du 31 juillet 2018
et avec la pratique en cours dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Conformément au mandat qui lui a été donné par le sommet, ce rapport, qui seul fait foi, a été transmis par la Commission aux 2 facilitateurs et aux acteurs togolais. Donc c'est le communiqué, ce communiqué est relatif au fameux rapport de l'expert constitutionnaliste, et le communiqué finit ainsi: la Commission réaffirme son engagement à continuer d'apporter son appui aux facilitateurs et aux acteurs togolais dans leurs efforts de résolution pacifique et durable de cette institution. C'est pour dire que si quelqu'un veut avoir le rapport authentique de l'expert constitutionnaliste, il vaut mieux s'adresser à la CEDEAO, dont le représentant est encore M. Garba Lompo, si je ne me trompe. Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, mardi à 11h. J'espère avoir des confrères aussi gonflés d'énergie, mais qui seront plus respectueux de l'ordre de parole dans ce studio. Et tout le monde sera heureux. D'ici là, bon appétit surtout à un cher ami à moi, Lucien Jossou-Vincent. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.